depuis la signature des accords d'Abraham, nous assistons à une évolution stratégique et géopolitique que nous n'avons pas connue en réalité depuis 1967. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Eh bien, nous nous penchons aujourd'hui, suite à l'inauguration, voilà quelques jours, de l'ambassade israélienne à Manama, capitale du Bahreïn, sur les avancées et les blocages du processus inédit de ces fameux accords d'Abraham qui avaient été initiés puis signés par Donald Trump et Benjamin Netanyahu et qui furent passés, on s'en souvient, voilà un an tout juste, entre Israël, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et puis le Soudan et le Maroc. Alors, pour en parler en ligne avec nous depuis Tel Aviv, Herzliya, Freddy Eitan. Bonjour Freddy. Bonjour. En fait, Freddy Eitan, vous êtes un diplomate israélien expérimenté, plusieurs fois en poste en Europe, ex-ambassadeur d'Israël en Mauritanie, à présent directeur du CAPE, le CAP, le Centre des affaires politiques et de l'État, au sein du think tank qui s'appelle en anglais le The Jerusalem Center of Public Affairs, JCPA. Et puis vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres sur Israël, ses défis et ses grandes figures politiques. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour sa troisième visite dans un pays arabe, après celle effectuée aux Émirats arabes unis puis au Maroc, le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, s'est donc rendu le 30 septembre dernier à Manama, capitale du Bahreïn, pour inaugurer l'ambassade de l'État hébreu et y rencontrer, et ce fut d'ailleurs une grande première, le prince de l'Émirat, Salman ben Hamad al-Khalifa, et ce, afin, entre autres, de renforcer la coopération tous azimuts entre les deux pays. Alors, avoir Lapid circulaire ainsi dans les capitales des États arabes qui ont signé l'an dernier donc les accords d'Abraham, on a un peu l'impression, je ne sais pas si c'est la vôtre, Freddy Eitan, qu'il récolte, lui, Lapid, avec force sourire et des tas de poignées de main, les fruits semés par d'autres, en fait. Oui, par Benjamin Netanyahu et Donald Trump. Mais je dirais que dans chaque normalisation ou reprise des relations diplomatiques entre deux pays, cela ne se fait pas du jour au lendemain et non pas après plusieurs mois, mais plusieurs années. Donc c'est un travail de longue haleine et aujourd'hui, effectivement, Lapid récolte les fruits du gouvernement précédent. Mais il faut dire aussi que depuis la signature des accords d'Abraham, comme vous le mentionnez, nous assistons à une évolution stratégique et géopolitique que nous n'avons pas connue en réalité depuis 1967. Juste après, comme vous le savez, les trois noms donc, du sommet de Khartoum en août 1967, dont les Arabes avaient affirmé non à la paix, non à la reconnaissance d'Israël et non à la négociation. Certes, nous avons évidemment depuis signé des accords de paix en 1979 avec l'Égypte et en 1994 avec la Jordanie. Mais depuis la signature des accords d'Abraham avec les Émirats arabes et Bahreïn, on constate effectivement une confrontation déclarée entre ce qu'on appelle les États sunnites modérés et face à l'Iran et ses missiles. Et là, je dirais qu'il y a aussi une focalisation donc de plus en plus sur la menace nucléaire iranienne. Et donc, le dossier palestinien est minimisé, il est mis à l'écart, et c'est là l'évolution au sein du monde arabe. Évidemment, il y a d'autres aspects beaucoup plus larges, beaucoup plus importants sur le plan géopolitique, entre plusieurs pays à la fois, depuis, évidemment, le départ des États-Unis de Kaboul.
Alors, si vous le voulez bien, faisons le point brièvement sur ces accords d'Abraham qui marchent très fort, semble-t-il, au plan économique, technologique, cybernétique, sécuritaire aussi, puisque cette question de la sécurité, c'est l'une des principales motivations pour tout le monde. Et puis aussi au plan touristique, notamment avec les Émirats arabes. Je cite le chiffre qui était publié dans la presse il y a quelques jours, de 610 millions de dollars d'échanges commerciaux de janvier à juillet 2021, de cette année. Échange aussi avec le Maroc et maintenant le Bahreïn, mais pas vraiment avec le Soudan. Alors, la question qui se pose quand on pense aux perspectives, c'est de se demander que va-t-il se passer lors des prochains mois avec ces accords ? Malgré, il faut le dire, les limites qui ont été imposées depuis un an par la prolongation et la poursuite de la pandémie de coronavirus, des limites pour tous les pays. Va-t-on, oui ou non, assister, d'après vous, à de nouvelles avancées spectaculaires, comme éventuellement le ralliement à ce processus de l'Arabie saoudite, qui ne les a pas rejoints, il faut s'en souvenir, l'an dernier, en raison surtout de la défaite de Donald Trump aux présidentielles américaines, et Riyad craignant maintenant encore plus l'hostilité de l'Iran, alors que les États-Unis semblent vouloir accentuer davantage leur retrait du Moyen-Orient. Alors, dans ce contexte sophistiqué, comment on pourrait aller de l'avant avec les accords d'Abraham ? Écoutez, d'abord, je voudrais ajouter à ces accords bilatéraux aussi, comme vous le savez, notre centre des affaires publiques et de l'État, a signé un accord de coopération avec un centre, effectivement, de recherche à Manama. Donc, nous avons déjà eu, donc il ne s'agit pas, on a, comme disait Victor Hugo, comme vous le savez, la guerre, c'est la guerre des hommes et la paix, c'est la guerre des idées. Donc, on a là, si vous voulez, on soulève des idées, comment, ensemble, avec les pays arabes modérés, comment trouver des solutions, comment trouver un front commun, d'une part face à la menace iranienne, mais aussi dans d'autres domaines, comme vous l'avez rappelé, la sécurité, la stabilité du Moyen-Orient. On a vu aujourd'hui dans les Émirats arabes unis, on a vu aussi cette exposition techno qui a prouvé effectivement qu'il y a une coordination avec tous les pays du monde concernant le combat contre la pandémie et concernant évidemment ce qu'on appelle donc la guerre cybernétique. Donc, il y a là une situation beaucoup plus au-delà des menaces ou au-delà des menaces de guerre. Il y a là aussi une coopération entre les peuples. Et c'est là qui est important, je pense. Il faut rappeler aussi que lors du voyage de Lapide à Manama, il y a eu des affrontements avec la police. Comme vous le savez, en 2011, il y a eu un soulèvement en Bahreïn, parce qu'il faut comprendre aussi que ce pays est peuplé de chiites, donc proches de l'Iran. Et ces manifestations qui appelaient mort à Israël ont été évidemment maîtrisées par le régime actuel. Donc il y a des difficultés au sein même de ces pays. Mais Israël peut apporter des gages concernant d'une part ces régimes pour la stabilité des régimes, mais d'autre part aussi vis-à-vis de l'Iran. Je vous rappelle aussi que Lapide a rendu visite à un navire de débarquement, comme vous le savez, le Pearl Harbor, qui a prouvé aussi que, comme vous le savez, les Américains ont un port d'attache donc dans le port de Manama. Donc tout cela nous donne une bonne impression concernant les relations dans le futur avec tous ces pays-là. Et puis, j'ajoute que ces jours-ci, il y a eu un premier vol de Egypt Air qui a atterri donc à l'aéroport Ben Gurion. Donc, il y a un dynamisme. Mais ça ne veut pas dire que ça va durer si on n'applique pas, évidemment, d'une part, les promesses vis-à-vis de ces pays-là, et d'autre part, vis-à-vis, évidemment, de l'ensemble du Moyen-Orient, y compris la solution du problème palestinien. Et je crois que lors de son discours à l'ONU, je crois que Bennett a eu tort de ne pas évoquer cette solution. Alors, à propos de l'avenir des accords d'Abraham, qu'on évoque dans les grandes lignes, si l'on en croit l'analyse faite ces derniers jours par Meir Ben Shabbat, l'ancien chef du Conseil national israélien de sécurité du temps de Netanyahou, il semble bien que la nouvelle administration démocrate
menée par Joe Biden soit très tiède, voire timorée en ce qui concerne l'importance de ces accords d'Abraham, qu'elle n'a pas l'intention de vouloir ni booster, ni élargir. Et voilà ce qu'a dit en une phrase courte Ben Shabbat. Biden dit des choses justes. Il a déclaré ça d'ailleurs lors d'une conférence récente de l'Institut israélien d'études sur la sécurité nationale, mais il n'est pas engagé au même niveau que Trump dans ces accords. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Oui, mais il ne faut pas négliger aussi la position de Biden, parce que les Américains ont intérêt à développer cette normalisation. Je vous rappelle que lors des accords d'Oslo, suite après les accords d'Oslo, il y a eu une série d'accords avec plusieurs pays, dont la Tunisie, le Maroc et évidemment la Mauritanie. Donc il y a là un dynamisme et je ne crois pas que dans ce cadre-là, les Américains vont bloquer. Peut-être ne seront pas enthousiastes comme évidemment Trump et surtout Kouchner, qui est son gendre, qui a bousculé évidemment les cartes, et c'est lui qui est le pionnier, si vous voulez, dans ces négociations, évidemment avec le Mossad, avec d'autres personnes et personnalités israéliennes. Mais la position américaine en général est toujours pour la normalisation. Évidemment, ce n'est pas avec l'élan qu'a eu Trump, mais je crois que cela va être consolidé quand même. Alors, par ailleurs, que se passe-t-il, en quelques mots, avec le Soudan, dont on a l'impression qu'il n'est plus très chaud pour appliquer ces accords et aller de l'avant concrètement au niveau de projets de coopération, ce qui est le cas avec les autres pays qui ont signé les accords d'Abraham. Qu'est-ce qui se passe avec le Soudan ? Et le problème avec le Soudan, comme vous le savez, depuis l'époque Nouméri, puisqu'on a eu, lors de à l'époque, on a traversé le Soudan à plusieurs reprises, parce qu'à l'époque, il y a eu des contacts indirects et confidentiels avec le régime de l'époque qui, je vous rappelle, Khartoum, c'était les trois noms donc de Khartoum. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de stabilité de régime et il y a eu un coup d'État avorté au Soudan ces jours-ci. Donc, il faut attendre, il faut voir comment la situation va évoluer. Et cela dépend aussi de la situation avec l'Éthiopie. Cela dépend aussi que va dire le président Sisi. Il y a des problèmes, comme vous le savez, des problèmes de sécheresse tout le long du Nil, qui est un des plus grands donc fleuves du monde, et il y a un barrage en Éthiopie qui gêne tout cela et il pourrait avoir des affrontements. Donc il y a une situation très sensible. Israël suit de près tout cela, mais je crois que tôt ou tard, le Soudan se joindra donc à la normalisation complète avec Israël. Cela prendra du temps, comme d'ailleurs pour l'Arabie saoudite, parce que MBS, c'est-à-dire celui qui va… Le prince héritier. Oui, le prince héritier, il va succéder probablement, bien qu'il y a certains problèmes. Il a sa guerre au Yémen, il a des problèmes aussi au sein même de son régime, les réformes avec la libération de la femme et d'autres aspects qui concernent les droits de l'homme. Et l'affaire Khashoggi, il y a d'autres problèmes qui concernent l'Arabie saoudite, mais je crois que tôt ou tard, l'Arabie saoudite comprendra aussi, face à l'Iran et face aux Houthis donc, du Yémen, qu'elle se joindrait donc dans cette nouvelle coalition qui est en fait une coalition assez forte. Parce que sur le plan à la fois face à la menace, non seulement de l'Iran, face à la menace nucléaire, il y a l'hégémonie iranienne, il y a le terrorisme iranien, la déstabilisation complète donc du Moyen-Orient. Et on voit ici et là, même avec le départ des États-Unis, et malgré le départ des États-Unis, il faut dire, il y a un intérêt beaucoup plus vif et beaucoup plus important concernant les relations avec Israël. Et là, il faut le voir aussi dans un contexte beaucoup plus large, avec le départ aussi de Kaboul, mais le rapprochement entre Erdogan et Poutine, donc avec la Russie, les manœuvres actuelles dans la frontière avec l'Azerbaïdjan, il y a le Pakistan qui se rapproche de la Turquie contre l'Iran vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Comme vous le savez aussi, il y a eu à Ibril plusieurs centaines de personnes qui effectivement
qui représentaient des tribus et qui ont élevé des voix courageuses donc pour la normalisation. Oui, 300 notables et dirigeants à la fois chiites, il faut le signaler, et sunnites, qui ont appelé à ce que l'Irak normalise ses liens avec Israël. Alors, pour conclure, on s'achemine vers la fin de notre entretien. D'après vous, ces différents points de lumière qu'on a essayé de recenser avec les accords d'Abraham et les tentatives satellitaires autour donc d'un nouveau Moyen-Orient, en tout cas sur une base de coopération et de reconnaissance avec Israël, n'ont-ils pas été, vous l'avez évoqué à l'instant, assombris, je dirais, ces points de lumière au niveau, en tout cas, des risques de déséquilibre régional par le fait majeur, très négatif pour Israël, le monde arabe modéré et aussi l'Occident, qu'a constitué cette prise du pouvoir assez dramatique à la mi-août des talibans donc, en Afghanistan, avec toutes les conséquences que cette nouvelle donne pourrait emporter au niveau de l'aggravation du terrorisme au plan régional. Oui, mais cela, comme l'Iran d'ailleurs, cela concerne le monde entier et particulièrement l'Europe et évidemment notre région. Mais je crois que le départ des États-Unis à la va-vite, à la sauvette, je dirais même, des troupes américaines de Kaboul auront des conséquences graves parce que il y a un problème qui va avoir dans des conditions beaucoup plus larges. C'est-à-dire que nous nous trouvons aujourd'hui à on a eu, comme vous le savez, au Congrès, il y a eu ce vote tardif concernant le soutien américain. Il y a des voix qui s'élèvent contre le soutien américain parce qu'on ne sait pas si demain Israël pourra compter sur les États-Unis si cela continue. Oui, le soutien, il faut préciser à nos auditeurs, le soutien financier américain et technologique pour la fabrication notamment du dôme de fer contre les missiles palestiniens. Non, mais je parle d'un soutien à la fois financier, technologique, qui est de 4 milliards de dollars par an, échelonné à une dizaine d'années. Donc, il y a là une situation assez fragile et nous ne pouvons pas compter seulement sur les États-Unis, nous devons compter évidemment que sur nous-mêmes. Et est-ce que vous pensez que donc, évidemment, il est difficile, compte tenu des variables nombreuses de la situation, à la fois la menace prégnante, accentuée de l'Iran, mais aussi les avancées dont nous avons parlé, vous pensez qu'on risque d'avoir de bonnes ou de mauvaises surprises dans les mois qui viennent et les semestres qui viennent? Je crois que la surprise et peut-être serait sur la question palestinienne. Parce que quand on voit, il y a au sein de ce gouvernement des ministres qui vont rencontrer donc Mahmoud Abbas ces jours-ci, qui vont parler, qui vont soulever une fois encore les négociations avec les Palestiniens. On voit aussi la négligence d'une part de Bennett et puis la position de Lapid qui prendra demain aussi les commandes du pays puisqu'il va être Premier ministre. Et donc là, il y a une situation qui n'est pas normale. Et dans ce sens-là, il ne faut pas parler à plusieurs voix. Et donc, s'il n'y a pas une politique ferme, d'une part, une vision vis-à-vis de la solution du problème palestinien, cela ne veut pas dire que nous devons créer un État palestinien, mais avoir une politique claire, limpide concernant les Palestiniens, eh bien, on aura effectivement, dans les mois à venir, de grandes difficultés, d'une part vis-à-vis des États-Unis, mais aussi vis-à-vis de l'Égypte et de la Jordanie, qui sont concernés en premier chef. Donc la surprise, selon vos pronostics, si tant est qu'on puisse en géopolitique régionale faire des pronostics, ça ne va pas être l'Iran. Finalement, ce problème, ça fait 20 ans, un serpent de mer dont on ne sait pas très bien comment on va soit l'apaiser, soit le neutraliser, voire l'anéantir. En tout cas, enfin, au plan militaire, avec l'arme atomique qui va se procurer. La surprise, ce ne sera pas ça. La mauvaise surprise, ce sera plutôt, d'après vous, donc d'éventuelles avancées sur le dossier palestinien. Oui, mais aussi, il faut dire, parce que concernant l'Iran, je suppose, et peut-être persuadé, que les Américains, c'est-à-dire l'administration Biden actuelle, et avec l'Europe, particulièrement Macron, le président Macron, donc vont s'acheminer vers un accord, un nouvel accord avec les Iraniens. Eh bien, écoutez, Yamim Yagidou, comme on dit en hébreu, ce sera l'avenir qui le montrera ou le dira. Je vous remercie, Freddy Ethan, à la fois pour le temps
que vous nous avez consacré, puis aussi pour la clarté très concise de vos explications. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.